Bonjour et bienvenue, on se retrouve donc pour une nouvelle semaine autour de l'actualité. Notre invité de la semaine, Edmond Simeoni, bonjour. Bonjour. Edmond Simeoni que l'on ne présente plus, donc on va parcourir l'actualité de ces dernières semaines en Corse. Alors, premier thème d'actualité, c'était le 17 décembre dernier. Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamone prenaient respectivement la tête de l'exécutif et de l'Assemblée de Corse. On va écouter un extrait du discours de Gilles Simeoni prononcé après son élection à la tête de ce conseil exécutif, et on vous retrouve tout de suite après, Edmond Simeoni, pour un commentaire. On trouve la conscience partagée de vivre ensemble de façon apaisée. Un moment charnière de l'histoire de notre île. Ce moment charnière marque d'abord l'aboutissement d'une longue route. Il est aussi et surtout le départ d'une nouvelle ère. Ce combat vient de loin, car il s'inscrit dans le fil historique de 50 années de lutte contemporaine du peuple corse pour la reconnaissance de ses droits. Nous savons désormais que ce combat, dont tout laissait penser qu'il ne pouvait être que perdu, sera gagné. Qu'il sera gagné grâce à l'expérience des anciens, grâce au sacrifice des militants, grâce à l'enthousiasme et à la créativité de la jeunesse. En ce moment d'extrême émotion, mes premières pensées vont bien sûr à celles et ceux qui, d'un camp ou de l'autre, ont perdu la vie au cours de ces années tourmentées, à leurs familles dont le temps n'a pas effacé la douleur. Elles vont aussi, bien sûr, à ces générations de femmes et d'hommes qui, pendant des décennies, ont sacrifié leur vie familiale, professionnelle, leur liberté souvent, leur vie quelquefois. Beaucoup d'entre eux nous ont quittés, sans avoir pu vivre cette journée baignée de soleil et de bonheur. D'autres restent prisonniers, que leurs enfants et leurs familles sachent qu'ils sont tous là, que nous n'avons rien oublié de leur sourire, de leur voix, de leur visage, que nous n'avons rien oublié non plus des occupations, des manifestations, des nuits d'angoisse, des parloirs de prison, des silences de nos pères, des larmes de nos mères, des injustices subies. Edmond Simeoni, donc le discours, une partie bien évidemment du discours de Gilles Simeoni, votre fils. Première question, ce mois d'août 75 à Aléria, quand les événements d'Aléria se passent, vous imaginez Gilles Simeoni aujourd'hui? Absolument pas, vous savez, il est plus facile d'écrire l'histoire quand elle s'est déroulée qu'au moment où on la vit, où on y participe. Non, Aléria, c'est une rencontre sévère entre deux antagonismes fonciers. C'est la volonté de l'État français de faire disparaître le peuple corse. C'est une tâche qu'il a entreprise après Ponteino et dont il n'admet pas la résurgence, même policée. Et de l'autre côté, c'est la volonté de militants qui en fait sont dans le droit fil historique de la lutte d'émancipation, qui ne s'arrêtent jamais, parce qu'ils ont compris à travers les analyses, à travers la lecture du passé, c'est que ce n'était pas, ce qui arrivait à la Corse, ce n'était pas fortuit, n'était pas quelque chose d'exceptionnel, c'était l'aboutissement d'une politique de dénégation du fait national corse, de refus de l'identité, de refus de la maîtrise de notre destin. Et quand on s'est insurgé à Aléria, on ne savait pas d'abord que ça prendrait un tour aussi radical, on ne pensait pas qu'il mettrait autant de moyens pour nous contraindre par la force, mais ce dont nous étions certains, et la suite malheureusement l'a démontré, c'est qu'en aucun cas nous céderions à la force, et que s'ils utilisaient la force, nous répondrions par la force. C'est tout ce travail, Gilles Simeoni disait, c'est tout le travail qui a été fait en amont, et puis c'est un nouveau départ aussi. Oui, c'est un travail qui est fait, en fait, la période contemporaine, en gros, elle commence en 1960 avec l'affaire de l'Argentil. Là, moi, j'ai créé une association, l'association des étudiants en Corse des Bouches-du-Rhône. À Marseille, il y avait quand même 650 étudiants en Corse. Et en relais avec les gens d'ici qui avaient commencé à protester, nous avons participé à des manifestations. Enfin, la Corse entière s'est levée pour refuser la création d'installations d'expérimentation nucléaire à l'Argentil, près de Calvi. Et puis ensuite, l'histoire a déroulé son fil par le biais des associations corse de Marseille, de Feu Bastia-Lecce, de la Fédération des groupements corses. Nous avons commencé à nous enraciner de plus en plus dans les problèmes concrets, les transports, l'éloignement, l'exil, les raisons du départ. Et c'est ainsi que, en gros, au début des années 60, est née la contestation organisée avec la naissance d'Arit, et puis très vite les premières démarches avec Max Simeoni
Paul Marxette, Tony Confortini, François Villanova. C'était des démarches souvent qui étaient des démarches de type économique. Hein. On parlait de fiscalité, on parlait d'arrêté Millau, etc. Et puis on parlait de statut fiscal. Et puis après, tout doucement, ça s'est enchaîné. En 1967 est né l'ARC. Et puis après, vous avez 73 les Bouts Rouges, 75 à l'IR, 76 la naissance du FLN. Et là, ça va jusqu'à la période contemporaine où la lutte n'a jamais cessé. Et aujourd'hui, donc, des nationalistes à la tête de cette Assemblée de Corse, à la tête du gouvernement de Corse, en quelque sorte, des jeunes qui sont prêts à relever les manches, qui sont prêts à travailler. Il est certain que ça restait une espérance souvent informulée, tellement il y avait loin de la coupe aux lèvres. Bon, je voudrais rappeler à vos auditeurs, c'est que dans les années 70, je m'étais présenté à une élection cantonale. J'avais eu une voix dans le canton de Campitile, je crois, et mon frère Max s'était présenté dans un autre canton, dans le canton de Pietral. Il avait fait 2 voix. Donc nous avions fait 3 suffrages dans toute la Corse. Et que bien entendu, l'État et le système claniste se moquaient de nous. Donc ça a été un cheminement extrêmement long. Pourquoi ? Parce qu'on ne pensait pas qu'il serait aussi long, tout simplement parce qu'on avait sous-estimé la volonté de l'État de ne rien céder. Et puis surtout, on avait sous-estimé aussi la force d'enracinement du système claniste, qui est le bras séculier de la justice, de la politique de l'État. Si vous n'avez pas le clan pour appliquer la politique de l'État, qui est une politique contre les intérêts vitaux du peuple corse, ça ne peut pas marcher. Et c'est comme ça que véritablement cette lutte a mis du temps à se matérialiser et que là, elle a trouvé sa concrétisation quand même après des décennies de lutte, des décennies de sacrifices. Ça a été dit par Gilles, ça a été dit par Jean-Guy, bon, tout ça c'est connu et véritablement ça a été un combat extrêmement, extrêmement difficile. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce 17 décembre lorsque vous entendez notamment le discours de Gilles Simeone en tant que militant tout d'abord et en tant que père ensuite ? Bon, écoutez, moi vous savez, je fais partie des gens, quand ils sont dans un combat, qui ont toujours tendance à regarder en avant et qui, bien entendu, sont contents des acquis et qui aiment qu'ils soient de plus en plus importants. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, le projet de demain, les nécessités d'après-demain estompent totalement la joie qui a été la nôtre, qui a été une joie franche, saine, on l'a vu, sans aucune violence en Corse, avec la jeunesse, avec des moins jeunes. Mais enfin, immédiatement, vous ouvrez le sésame d'un problème immense à résoudre, d'un problème complexe, d'un problème difficile, et vous comprenez que ça tempère immédiatement les enthousiasmes liés à la joie, liés à la fête. Maintenant, ça s'est matérialisé, bon, on ne l'attendait pas aussitôt, mais nous savions que ces idées-là allaient gagner, nous savions aussi que nous allions accéder aux responsabilités. On le voyait depuis plusieurs scrutins et depuis plusieurs comportements de la société civile. Est-ce que justement, c'est pas arrivé trop tôt ou trop tard ? Non, je pense que, bien entendu, ça arrive un peu tard dans la mesure où la Corse a quand même continué à souffrir, à se dégrader, à accueillir beaucoup trop de gens alors qu'elle n'avait pas la capacité de le faire, parce qu'elle n'avait pas les ressources économiques, elle n'avait pas l'enracinement culturel suffisant. Donc, bien entendu, nous avons beaucoup souffert de ça, on a souffert de l'acculturation, on a souffert de la politique qui a été menée en matière de gestion des sols, en matière d'urbanisme. Mais enfin, de toute façon, c'est arrivé et nous nous sommes battus, nous n'avions pas choisi la date de notre accession aux responsabilités. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est trop tard, parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les gens, ce n'est pas l'inventaire, ce n'est pas le fait de raconter ce qui s'est passé, c'est le rôle des historiens, des journalistes, des citoyens. Enfin, ceux qui sont des responsables pensent surtout à ce qui reste à faire, qui est immense. Merci beaucoup Edmond Simeoni. On va se retrouver dès demain pour aborder un nouveau thème d'actualité lié à la Corse. À demain. À demain. Ousguard avec Maria Lanfranc. Bonjour et bienvenue. En ce mardi matin, nous retrouvons notre invité de la semaine, Edmond Simeoni. Bonjour. Bonjour. On va parler bien évidemment encore et toujours politique en compagnie du Premier ministre, cette fois-ci, Manuel Valls. Alors on sait que la représentation politique donc, de la collectivité a rencontré Manuel Valls, mais avant cela, Manuel Valls s'était exprimé sur un média national à propos de la Corse, justement, avec ces fameuses lignes rouges. On va écouter Manuel Valls et on vous retrouve après.
La Corse est dans la France et dans la République. Et aucun discours, en Corse ou en français, ne pourra remettre en lien ce lien. La Corse participe depuis ô combien de temps de l'histoire de la nation. Mais je connais le discours des indépendantistes. Je vous rappelle qu'ils ont fait 7% aux dernières élections. Moi, je discuterai avec le président de l'exécutif, M. Simeoni, sur ce qui était prévu depuis déjà un certain nombre de mois, c'est-à-dire sur la collectivité unique de la Corse. Mais il y a des lignes rouges, comme on dit, qui là ne peuvent pas être discutées. L'amnistie des prisonniers politiques, il n'y a pas de prisonniers politiques. La co-officialité, il n'y a qu'une seule langue dans la République, c'est le français. Un statut de résident pour les Corses, sur le plan fiscal, c'est contraire à la Constitution. La Corse est dans la République, la Corse est dans la France, la langue, c'est le français, et chacun doit se rappeler de ces grands principes. Alors Edmond Simeoni, donc Manuel Valls, on sait que Jean-Guy Talamogne et Gilles Simeoni ont rencontré le Premier ministre dans le cadre d'une série d'entretiens avec les présidents de région sur le statut des prisonniers politiques, sur la co-officialité de la langue. Ça n'a pas beaucoup avancé. Néanmoins, vous restez optimiste ou pas? Déjà sur l'interprétation de Manuel Valls? Non, moi je ne suis pas du tout optimiste parce que il faut quand même restituer la prestation actuelle de M. Valls dans son contexte. La politique est arrivée ici, française, par la force des armes. Elle s'y est imposée par la force, elle s'y est imposée par la répression. Elle s'y est imposée surtout par une politique de francisation forcenée, à partir de 1810, etc. Bon, après, sous la Troisième République, ça a été le déferlement. Les Corses étaient plus patriotes que les Français, nous le savons tous. Et puis elle s'est continuée aussi par le fait que la substance humaine de la Corse est partie pour la fonction publique métropolitaine ou coloniale, et que les Corses sont partis. Donc la politique menée par la France, c'est la politique qu'elle a menée pratiquement partout où il y avait des identités fortes et dans les territoires coloniaux. Elle aspire toute la substance utile, hein. Elle fait très très peu d'infrastructures. Et puis surtout, elle reste figée sur des concepts d'État-nation qui avaient cours il y a 100 ans, mais qui aujourd'hui sont totalement dévalués, à part dans des pays comme la France, le Royaume-Uni ou même l'Espagne, avec des nuances pour chacun de ces pays. Donc si vous voulez, ce n'est pas une surprise. Pourquoi? Parce que même si on prend les 50 dernières années écoulées, ça a toujours été non. Vous regardez bien, qu'il s'agisse de la création de l'université, qu'il s'agisse de la langue corse, qui avait été refusée par la loi d'Aixelles, qu'il s'agisse des statuts particuliers, il va y en avoir bientôt 4, et qui traduisent assez que le problème n'a pas été pris à bas le corps. Un statut d'autonomie aurait suffi, mais en fait ils ne veulent pas. Si vous prenez toutes les réformes importantes qui ont été arrachées, ça a été par des luttes populaires, des militants légaux et des militants clandestins. C'est une évidence. Si le schéma d'aménagement qui prévoyait la création entre 1973 et 1985 de 250 000 lits de tourisme a totalement échoué, c'est parce que nous sommes tous opposés de toute la force de nos convictions, de la mobilisation de nos moyens intellectuels, moraux et matériels. Donc ce n'est pas tellement une surprise. Mais après, quand Mitterrand arrive, c'est quand même une innovation. Pourquoi? Parce qu'il y a un statut particulier, parce qu'il libéralise l'information, parce qu'il complète la démarche de Giscard en ouvrant l'université, parce que la langue est un peu mieux acceptée, etc. Surtout parce qu'il y a une amnistie des prisonniers politiques. Et nous pensons que nous sommes rentrés dans une période de dialogue, surtout que Mitterrand va rester 2 mandatures. Mais en fait, quand on analyse a posteriori, pas avant, c'est impossible, a posteriori l'attitude de Mitterrand, on s'aperçoit qu'il cède sur ce qui est superficiel. En fait, il mène une politique de containment, etc. Et il ne cède jamais sur ce qui est important. Jamais. Quand, par exemple, il a été question du peuple corse, composante du peuple français, son ami Badinter au Conseil constitutionnel s'est chargé de remettre les pendules à l'heure, ce que fait M. Valls aujourd'hui en disant en France, il n'y a qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Il n'y a qu'une langue, c'est le français. Ils l'ont ajouté après, le français, la langue de la République, de façon à bien border les revendications éventuelles. Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout une surprise, c'est une confirmation malheureuse d'une intransigeance totale, parce que la France
est encore un pays qui vit sous le régime, sous l'image de l'empire, de l'esclavagisme, selon l'image du colonialisme, de la fille aînée de la France, de la fille aînée de l'Église, de celle qui domine tout. Et elle se considère comme un État particulièrement au-dessus des autres, à telle enseigne que dans toute l'Europe on rigole. Alors quand M. Valls dit ces choses-là, c'est un discours d'un autre âge. Il ne sait pas qu'il y a un peuple corse. Il doit être le seul au monde à ne pas le savoir. Il dit qu'il n'y a pas de nation corse. La nation corse, c'est une volonté de vivre en commun. S'il estime que des siècles de lutte pour avoir le droit d'exister soi-même, ce n'est pas un signe suffisant, c'est tout à fait son droit. Mais quand il dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, je trouve quand même qu'il n'hésite pas à se couvrir de ridicule. Parce que pendant 50 ans, quand vous avez des gens, des militants, des organisations qui, dans la clandestinité, font 10 000 attentats, qu'il y a 200 morts, qu'il y a des justices d'exception, qu'il y a de nombreuses mesures d'amnistie successives ou autres, que vous veniez dire, ce n'est pas vrai. C'est l'équivalent de l'Algérie, quand la France disait, il y avait eu 500 000 morts chez les Algériens et 50 000 dans le corps expéditionnaire français. En Algérie, il n'y a pas de guerre. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Ce sont des opérations de police. Ce sont des événements. Bon, bien sûr, dans la dénégation, on peut toujours aller plus loin. Donc Valls, pour moi, ce n'est pas une surprise. Je pense qu'il est fermé à quadruple tour sur toute initiative d'identité réelle, de partage des pouvoirs véritablement significative. Je pense que c'est un homme totalement fermé. Vous avez dit donc toutes les acquisitions qui ont été faites par la Corse ont été faites par des mobilisations populaires. Est-ce que le plus beau résultat de cette mobilisation populaire, c'est pas ce scrutin, notamment du 13 décembre ? C'est difficile à dire. Bon, moi, je pense que l'élément populaire de fond, ça a été la mobilisation. Parce que si on replace toutes les actions que nous avons menées, bien entendu, quand on menait des opérations dans le Fiumourbo, nous étions seulement 500, 600, 700. Puis après, quand on faisait des réunions l'été, on était 1000, 2000, et puis après 8000, 7000. Bon. Mais en fait, le soutien de fond, c'est celui de la population. Quand la population soutient en permanence le réacquiste culturel, quand la population véritablement soutient les militants clandestins, tresse des liens de solidarité, les assiste, vient témoigner pendant leur procès, quand toute la Corse est toujours là sur toutes les échéances, de façon plus ou moins importante, ce sont des stigmates d'une volonté de vivre un devenir commun, de dire que la Corse, c'est la Corse, avant d'être la France. C'est une évidence. Il faut être véritablement aveugle pour nier ça. Et il pense que la politique de dénégation qui avait réussi pendant 50 ans va continuer. Il se trompe parce que avant, quand nous avons commencé, il n'y avait personne pour commencer ce combat. Aujourd'hui, quand même, nous sommes à la direction d'une ville comme Bastia et nous sommes à la direction avec d'autres forces de progrès. Nous sommes à la direction de l'Assemblée de Corse. Bon, ils peuvent toujours dire que ça ne représente rien. Sans doute que la prochaine démonstration sera encore plus efficace. Merci beaucoup Edmond Siméoni. On va se retrouver demain pour un nouveau thème d'actualité. À demain. Ousguard avec Maria Lanfranc. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité. Bonjour Edmond Siméoni. Salut. Alors, on va écouter Éric Bouillard, le procureur de la République d'Ajaccio. Le tribunal de grande instance donc de Corse du Sud faisait sa rentrée. C'était la semaine dernière. Alors, Éric Bouillard qui nous livre en quelques mots les statistiques des différents types de délinquance en 2015. On va écouter le procureur et puis on vous retrouve après. Quand on fait le plan d'évolution de la criminalité, on se rend compte que ce qui traditionnellement donnait une très mauvaise image de la Corse, tout ce qu'on appelle la criminalité organisée, les vols à main armée, les homicides volontaires, les tentatives d'homicide volontaire, existe toujours. La preuve, il y a 2 jours, bien évidemment, mais en nombre moindre. Et pour les vols à main armée, en très grande diminution. Et ça, c'est un très très bon point dans l'évolution de la délinquance. Après, il y a aussi toute cette délinquance qui joue beaucoup plus sur la vie quotidienne des gens, ce qu'on appelle la délinquance moyenne ou la délinquance de faible gravité, qui elle aussi globalement diminue, mais pour autant, encore une fois, à des petits points qui nous inquiètent. Et les 2 points principaux qui nous inquiètent parce qu'ils augmentent, je devrais dire 3 parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus général et j'y reviendrai, les 2 points principaux qui nous inquiètent, c'est la hausse des cambriolages qui a été extrêmement importante en 2015 et puis la hausse des violences aux personnes et notamment des violences intrafamiliales sur le ressort. Et là, nous avons un travail important à mener pour traiter ces dossiers-là de la manière la plus rapide qui soit parce que c'est une véritable plaie, on s'en rend compte pour le territoire.
Edmond Simeoni, donc cette analyse de la violence, moins d'attentats évidemment, puisque le FLNC a décidé de déposer les armes, moins d'homicides, mais une violence, des cambriolages, mais une violence intrafamiliale en augmentation. Alors concernant tout d'abord la violence du FLNC, il faut dire que cette initiative politique majeure qui a été prise en 2015 a été minimisée par le pouvoir central. Et qu'après, quand il donne cette statistique, il dit, vous voyez les résultats qu'on obtient en matière de lutte contre les attentats. Bon, il y a quand même un minimum de décence et de respect à avoir pour les citoyens, même si on considère trop souvent qu'ils sont des veaux et qu'on les traite comme tels. Mais ceci dit, le problème de la justice en Corse, la justice en Corse souvent fonctionne bien dans de très nombreux domaines, objectivement. Vous avez par exemple la Chambre régionale des comptes, c'est une juridiction, ça marche bien, il n'y a jamais d'histoire. Vous avez le tribunal administratif qui fonctionne bien. Vous avez la justice pénale, en particulier pour toutes les histoires de délinquance et autres, on ne peut pas dire que les magistrats ne font pas le travail. Bon. Et puis après, vous touchez à autre chose. Je ne parle pas de la violence politique, on en a parlé. Vous touchez à la grande criminalité. Je voudrais rappeler que le procureur général Bernard avait identifié en 1999, donc il y a plus de 15 ans, un certain nombre de pistes fructueuses pour combattre le crime organisé. Bon, on peut dire qu'en 15 ans, on peut le dire sans risque d'être démenti, ils n'ont rien fait. Et quand vous saurez que le pôle économique et financier, qui est chargé de traquer l'argent sale, de voir les connexions entre les affaires saines et les affaires malsaines, éventuellement des élus, a vu son procureur financier nommé il y a quelques mois, vous conviendrez qu'une institution sans procureur financier, c'est un petit peu comme un corps sans tête. Je ne vois pas très bien où il peut aller. Ils n'ont strictement rien fait sur ce plan-là. Ils ont laissé faire. Quant à la criminalité organisée, les chiffres sont là. Vous avez autour d'Ajaccio et dans la région, en gros, sur 2 ans, à peu près une centaine d'assassinats. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a un qui est élucidé, des autres, le dossier totalement bancal ne tient pas, d'après les péripéties judiciaires, et il n'y a eu aucun résultat. Et alors Valls avait eu l'idée géniale, il disait c'est parce qu'il y a l'omerta, c'est parce qu'ils ont la violence dans les germes. Mais non, c'est tout simplement parce que les services de police, l'État, n'a jamais fait le nécessaire, il considère que c'est une guerre civile larvée entre Corses, et tout ce qui nous affaiblit est bon pour l'État. Ils n'ont rien fait, comme ils n'ont rien fait contre la criminalité organisée. Je suis obligé de dire que depuis quelques mois, en particulier avec le nouveau procureur Besson à Bastia, en matière de criminalité, en matière de lutte contre les dysfonctionnements politiques et financiers, il commence à y avoir du neuf, parce qu'il y a des interpellations, parce qu'il y a des instructions, parce que les gens ont toute l'attitude pour présenter leur défense, et que là, il y a quand même une volonté de s'attaquer à la réalité du problème. On attendait ça depuis des décennies. Bon, on s'en félicite que ça vienne un peu tard, mais on s'en félicite quand même. Nous ne sommes pas des gens fermés. Par contre, quand on arrive sur les histoires de délinquance après, ou sur les histoires comme la drogue ou autres, voilà, c'était le troisième thème. Éric voilà. Bouillard, c'était le troisième thème. L'interview était un peu raccourcie. La drogue, évidemment. La drogue. Donc, si vous voulez, quand on touche à des problèmes comme la drogue, c'est la rencontre de sociétés et d'individus avec un produit qui est redoutable. Et le gros problème, c'est que les usagers se livrent au trafic de fourmis, c'est-à-dire qu'eux-mêmes recrutent des drogués pour dealer, pour vendre, etc. C'est un problème éminemment complexe qui tient à l'organisation des sociétés, à la défaillance de l'éducation, au chômage, au manque d'espérance dans le projet, etc. Et la Corse, malheureusement, n'est pas du tout épargnée. Je ne vois pas d'ailleurs comment elle pourrait être épargnée par toutes les vicissitudes qui frappent l'humanité sous tous les cieux. Donc, si vous voulez, en matière de drogue, on ne peut pas dire que les résultats aient été particulièrement brillants. Je ne crois pas que ce ne soit pas pris au sérieux. Je pense quand même que c'est un problème quand même très difficile. Que c'est un problème très difficile et qui nécessite des approches qui soient des approches sociétales. La police, la justice, les sociologues, les psychologues, les anthropologues, le truc comparatif avec d'autres pays similaires, les approvisionnements en drogue,
les transports entre ici et le continent, bon, tout ça, la surveillance des frontières, ça touche quand même à des problèmes extrêmement complexes, mais il faut s'en préoccuper. J'avais participé à un colloque avec le docteur Olivenstein à Calvi il y a quelques années, et il avait dit il y a 5 ans de ça, il avait dit dans 10 ans, si vraiment vous ne prenez pas le taureau pour les cornes, vous aurez des problèmes après qui ne seront pas maîtrisables. Et je crois que la drogue, c'est un signal d'alerte extrêmement sérieux. Est-ce que vous avez réfléchi, par exemple, à la dépénalisation du cannabis? C'est un sujet dont on parle beaucoup. Écoutez, dire que j'ai un point de vue particulièrement documenté serait mentir. Bien entendu, je suis nécessairement à la politique. Mais je regarde quand même avec beaucoup de circonspection les institutions de shoot dans certains pays. Je regarde avec beaucoup de circonscription le problème de la dépénalisation. Je ne connais pas les résultats, je me garderais bien de prononcer une condamnation ex cathedra, ce ne serait pas sérieux à mon avis, mais enfin, je préférerais quand même que l'on cherche à agir sur les loyers, sur tous les leviers sur lesquels on peut agir, c'est-à-dire le type de société qu'on organise, l'éducation qu'on donne aux enfants, la prévention, l'école, l'implication de la société civile. Je pense que ça c'est meilleur parce que, somme toute, admettre que l'on puisse devenir addict aux gros usagers d'une drogue eut-elle des effets moins nocifs que la coke ou que d'autres produits toxiques, c'est quand même abdiquer la responsabilité, c'est abdiquer la personnalité, c'est abdiquer la volonté de tout individu de lutter contre des choses qui sont nocives. Et la société ne peut pas se défausser à travers ce type d'initiative. Mais quand même, je suis très très réservé, et dans la pratique, et encore plus dans une condamnation qui serait sévère. Merci beaucoup Edmond Siméon. On va se retrouver dès demain pour un nouveau thème d'actualité. Puis on vous rappelle que l'ensemble de ces émissions, vous pourrez les retrouver dès cette fin de semaine en podcast audio et vidéo sur notre site internet et nos différentes applis. À demain. À demain. Ousguard avec Maria Lanfranc. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour à notre invité Edmond Siméon. Bonjour. Bonjour, on va parler d'une nouvelle thématique politique aujourd'hui. Comme vous le savez, le Front National a retrouvé les bancs de l'Assemblée de Corse, 4 élus donc pour le Rassemblement Bleu Marine Front National. On va écouter Francis Nadidi, qui n'est pas élu à cette Assemblée de Corse, mais qui est le délégué régional du Front National pour la Corse. C'était donc au lendemain de ce deuxième tour des élections territoriales. Donc il savait que 4 de ces élus allaient retrouver les bancs de cette Assemblée de Corse. Comment ces élus ont-ils l'intention d'aborder leur rôle dans l'opposition? On écoute Francis Nadidi, on vous retrouve. Nous faisons notre retour à l'Assemblée de Corse et nous allons y être extrêmement constructifs avec les propositions que nous allons porter. Nous allons aussi agir comme régulateurs, je n'ose pas dire censeurs, régulateurs bien évidemment de ce qui sera dit et de ce qui sera fait. Il n'est pas dans notre intention d'être dans l'opposition systématique. Il y a de bonnes choses qui peuvent venir de tous les bords, si je peux me permettre l'expression. Et donc nous les examinerons avec soin afin qu'ils correspondent à l'intérêt collectif. Alors, il est clair, nous n'allons pas casser la machine, mais si elle venait à déraper ou à dérailler un petit peu, il est clair aussi que nous mettrions peut-être le petit grain de sable pour enrayer ces errances. Ça, c'est clair aussi. Edmond Siméon, donc le retour du Front National à l'Assemblée de Corse, est-ce qu'on peut parler de droitisation, en fait, du paysage politique corse? Non, alors, pour le problème du Front National en Corse, bien entendu, on a connu toutes les vicissitudes qu'il a eues, Pascal Arrigue et les difficultés, quand Marcel Lorenzoni empêchait Le Pen de manifester à Ajaccio. Ça pose quand même un certain nombre de questions. Quand le Front National atteint les chiffres considérables qu'il atteint année après année, élection après élection, en France continentale ici, et que l'on voit aussi la montée des portées des pays, dans tous les pays européens, de tous les partis populistes, que l'on appelle populistes, on est obligé de constater qu'il y a quand même un mouvement qui est un mouvement important. Bien entendu, politiquement, les gens comme moi n'appartiennent pas à cette mouvance, mais ça ne vous évite pas l'effort de réflexion
d'essayer de comprendre comment ça se fait. Ils ne naissent pas ex nihilo, et je crois qu'il y a une progression qui interpelle très très fortement l'ensemble des sociétés et l'ensemble des partis politiques. Ici en Corse, qui est une terre de force identité, moi il se trouve que j'ai découvert aux dernières élections que je connaissais très bien 3 des protagonistes du Front National. Un, c'était le docteur René Cordoleani, avec lequel nous étions médecins chez les parachutistes, et qui était un de mes amis. J'ai toujours travaillé avec lui, un pédiatre. Je n'ai jamais constaté qu'il était extrémiste, jamais, ni dans ses propos, ni rien. Et pourtant, on s'est fréquenté pendant des décennies. Il y a ensuite M. Nadizi, que j'ai connu ici au rectorat, avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur des problèmes de jeunesse, avec le recteur, M. Barra, et d'autres. Je n'avais jamais décelé la moindre parcelle d'extrémisme. Et puis ensuite, il y a M. Cagnoni, qui est éditeur, avec lequel j'ai eu souvent à travailler pour des problèmes d'édition. Et je n'avais pas vu, dans les propos que nous avions changés concernant la Corse ou autre, une marque d'extrémisme. Bon, ils sont apparus comme des porte-parole du Front National. En Corse, il y a 2 attitudes. Il y a celle qui consiste à dire, c'est la dénégation. C'est un petit peu comme fait Valls avec nous. On dira, non, nous on ne veut pas les voir, ils n'existent pas, il faut ceci, il faut cela. Et puis il y a une attitude qui est beaucoup plus réfléchie, c'est de dire, mais pourquoi sont-ils si nombreux ? Les problèmes qu'ils soulèvent sont-ils fantasmatiques ou existent-ils réellement ? Bon, si on n'est pas d'accord, comment peut-on, avec les moyens démocratiques, contenir leur progression ? Ça, ce sont des questions qui sont pertinentes et qui sont admissibles en démocratie. Mais on ne peut pas faire comme les exorciser en disant, du moment qu'on dit qu'ils ne doivent pas exister, c'est qu'ils n'existent pas. Ce n'est pas vrai. Bon, à l'Assemblée de Corse, moi je pense que ce sont des gens qui vont faire un travail normal de conseiller. L'Assemblée de Corse ne se prête pas tellement aux envolées lyriques et autres. C'est une gestion quotidienne des problèmes, il faut entendre leurs différences. Mais enfin, je n'ai pas d'inquiétude particulière, je dirais, sur le fait qu'ils soient présents à l'Assemblée de Corse. Je trouve même que, je dirais, c'est la contrepartie de leur progression partout ailleurs. Je vous rappelle qu'il y a des régions où ils sont à 30, 35, 40%, qu'il y a des régions où ils ont brigué. À un moment donné, on pensait 6 à 7 régions. Bon, ils n'y sont pas arrivés, mais enfin, c'est quand même un mouvement qui est un mouvement extrêmement fort. Le fait que l'on fasse certaines fois un parallèle entre justement le Front National et le nationalisme corse, certains médias, on l'a vu très récemment dans les événements de l'empereur, etc. Comment vous interprétez ? Oui, vous savez, ça, ce sont des schématisations qui, comme toutes les schématisations, ont ceci de particulier qu'en général, elles sont inspirées par le caractère partisan. Je ne vois pas dans le Front National, et je ne vois pas dans les mouvements que nous incarnons, tant Corsica Libre pour Jean-Guy Taramoni que Femo Agursiga pour la famille modérée, je ne vois pas où il y a des lignes de convergence, des approches sur la démocratie, sur la société, qui fassent que nous soyons partenaires dans la société. Vraiment, objectivement, je ne vois pas. Je ne vois pas dans la conquête des sièges, dans les négociations, aussi des signes d'une collusion quelconque. Mais moi, je me pose souvent la question, je dis, mais quand un type, en France, un homme ou une femme fait 30% des voix, je peux dire que je ne suis pas d'accord, je peux essayer de comprendre pourquoi elle en est là, je peux essayer de réfléchir pour savoir comment il faut les empêcher d'avancer si je n'ai pas cette option, mais je ne vois pas au nom de quoi je déciderai tout seul qu'ils doivent être excommuniés parce que véritablement, ils ne sont pas fréquentables. D'autant plus que les partis politiques ont quand même une arrière-cour qui est loin d'être un jardin de roses, et que dans leur comportement, dans le comportement civique, dans le comportement sociétal, dans le comportement d'élus, très souvent dans leur démission, dans le fait que la politique est totalement déconsidérée en France, ils ont donné quand même matière à des gens à soulever des problèmes, peut-être sous un angle souvent radical, mais à soulever des problèmes qui existent. Donc moi j'ai une attitude qui est celle d'un démocrate, ce ne sont pas mes idées, je ne fais partie d'aucune coalition, je ne suis pas, je
je ne suis pas partisan de leurs idées, je ne les accompagne pas, mais je ne mène pas une croisade contre le Front National en considérant que c'est le mal absolu qui menace la Corse. Pas du tout. Parce qu'il y a des électeurs derrière ces électeurs. Il y a des électeurs, mais moi j'en connais beaucoup d'électeurs du Front National. Ils sont loin de la caricature que l'on fait. On dit, vous comprenez, ce sont des types, les étrangers, il faut tous les mettre dehors, les juifs, il faut les tuer, ils sont tous nostalgiques du Führer. Moi, les gens que je connais, ce sont des gens comme vous et moi qui disent non, il y en a marre véritablement de cette politique qui ne s'occupe que des nantis, de cette incapacité à assurer la sécurité des gens, tous les thèmes que l'on entend du matin au soir, et qui sont des thèmes qui s'entremêlent très étroitement avec ceux de la société civile bien pensante. Alors, séparer le bon grain de l'ivraie, c'est quand même extrêmement difficile. D'où l'importance que les élus qui sont en place, et notamment à l'Assemblée de Corse, aillent expliquer ces problématiques aussi. Mais bien sûr. Et puis moi, j'estime qu'à l'Assemblée, c'est le lieu, l'endroit, quand il y a des positions sur lesquelles on n'est pas d'accord, c'est l'endroit par excellence du débat policier et du débat démocratique. Sans s'insulter, sans menace ni rien, en ayant le respect des prérogatives des gens qui sont élus, comme je l'ai été moi-même. Ils n'ont pas été élus frauduleusement ni rien. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord, on peut acter des différences. Sur des problèmes, on peut avoir des convergences. Mais enfin, l'alpha et l'oméga du problème corse, ce n'est pas l'hypothèque du Front National. Dans le souci de nos priorités, ce n'est pas ça. Alors après, bien entendu, se surajoutent des phénomènes comme le problème du jardin de l'empereur. Mais ça appelle tout de suite un certain nombre de commentaires. Quand il y a une affaire comme le jardin de l'empereur, la presse française se précipite. Et toute la presse française est aux abois. Quand je vois même des journaux sérieux, comme Le Monde, mettre entre guillemets qu'à Ajaccio il y a eu des ratonnades, j'estime objectivement que ce n'est pas honnête. Les ratonnades, ce n'est pas ça. C'est funeste, c'est critiquable, c'est scandaleux. Ça rappelle les pogroms, c'est l'antidémocratie par excellence. Bon. À Ajaccio, il y a eu, à partir d'une agression contre les pompiers, que tout le monde a condamné, c'est normal, bon, il y a eu des mouvements de foule, il y a eu des excès, c'est vrai, on s'en est pris à un endroit au Coran, ailleurs il y a des propos qui ont dépassé la pensée, etc. Mais enfin, j'ai quand même vu aussi, quand il y avait 700 ou 800 personnes, il n'y avait pas 700 ou 800 extrémistes qui voulaient mettre la ville à feu et à sang, etc. Je n'ai pas dit que ça n'a pas existé. Je dis qu'il faut le restituer dans sa dimension exacte. Bon. Immédiatement, en France continentale, c'est une honte autre. Il est certain qu'au prorata de ce qui se passe chez eux, en matière de racisme, en matière de rejet des autres, en matière de ghetto dans leur HLM ou autre, ici c'est de la petite bière. Mais je ne vois pas qu'en France, ça fasse véritablement la une de téléjournaux. Oui, ça fait la une des journaux quand il y a des histoires dramatiques, comme par exemple la funeste affaire de l'Hebdo, de Charlie Hebdo, tout ça. Alors à ce moment-là, il y a tout un remugle, et à ce moment-là, il y a un ferment qui remonte contre les musulmans. Mais il ne faudrait pas aussi, vis-à-vis des musulmans, avoir une attitude qui soit une attitude lénifiante en disant non, il n'existe aucun problème, ni rien, et une autre qui consiste, mais la démocratie consiste à les défendre absolument, ils ont tous les droits, ceci et cela. Non. Les musulmans en Corse, qui sont très nombreux, qui vivent normalement et paisiblement du fruit de leur travail. Je rappelle qu'en 1960, après la décolonisation de l'Algérie, sur 200 000 habitants, ils ont été jusqu'à 50 000 qui travaillaient dans les vignes et dans le bâtiment, et qu'il n'y avait pas d'acte de racisme. Et je crois que Mme Ndiaye, là, a fait un ouvrage, je la connais bien, je la lis et tout, qui est un ouvrage qui rétablit bien la dimension du racisme en Corse et la dimension du rejet. Il y a eu tous ces événements. Bon, ça a été bien géré, je crois que ça a été bien géré par les pouvoirs publics, ça a été bien géré par la nouvelle gouvernance de la collectivité, pas d'excès, ils sont allés sur place, ils se sont informés, ils ont travaillé avec les pouvoirs publics, ça a trouvé une conclusion qui après se poursuit par des investigations judiciaires et policières qui sont tout à fait normales. Merci beaucoup, Edmond Siméoni, à demain. Ousguard avec Maria Lanfranchi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Edmond Siméoni.
Bonjour. Dernier rendez-vous de la semaine pour ces rendez-vous de Sguard, ou ce regard que vous posez sur l'actualité. On va écouter une interview de Monseigneur Olivier de Germay, l'évêque de Corse. C'était donc à propos des territoriales. Alors comme vous allez l'entendre, l'évêque de Corse, l'église qui d'habitude ne donne pas son avis sur un scrutin et des mandats, eh bien Monseigneur Olivier de Germay nous a quand même livré son sentiment. On se retrouve après. Vous savez que moi, en tant qu'évêque, je suis neutre, je ne suis pas pour un parti. Donc je prends acte des résultats d'une élection comme celle-ci. En l'occurrence, ce que je tire comme enseignement, c'est que c'est la victoire de la non-violence, puisque les nationalistes ont fait ce choix d'une lutte politique et non-violente, et ça a porté du fruit. Ils sont maintenant aux affaires de la Corse, donc il faut se réjouir de cette avancée pacifique. Et ça nous montre que quand on a des idées à défendre, eh bien, il faut toujours faire le choix d'un combat non-violent. Ensuite, c'est vrai que ça a fait un certain nombre de remous dans la presse nationale. Le discours en Corse, en particulier de M. Talamoni, a été mal perçu à Paris. Bon, je crois que peut-être certains se sont un peu emballés un peu trop vite à Paris. Il faut resituer les choses dans leur contexte. Donc, pour moi, ça n'a rien de dramatique. En même temps, c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas non plus aller trop dans la provocation si on veut un dialogue constructif avec Paris, parce qu'on voit bien que ce combat qui est respectable n'est pas terminé. Eh bien, il faut y aller progressivement en se respectant et sans vouloir brûler les étapes. Le Dio Vis-Salvi Regina dans l'hémicycle de l'Assemblée. Pour moi, ça n'a rien de choquant parce que ça fait partie de la tradition. Ce n'est pas un chant spécifiquement religieux dans ce cadre-là, quand il est chanté dans l'église, bien sûr. Mais ici, c'est plutôt un élément culturel, on va dire, de la nation corse, et puis donc il faut le respecter. Edmond Simeoni, première étape de l'interview, la victoire de la non-violence, dit Monseigneur de Germay. Oui, alors je suis particulièrement sensible à ce qu'a dit Monseigneur de Germay, avec lequel j'entretiens des rapports régulièrement. Je lis ce qu'il dit, je lis ce qu'il fait. J'ai eu une éducation religieuse comme tous les gens de mon âge quand j'étais enfant, dans une ruralité ancrée dans la religion catholique. Et je sais l'importance que constitue ce paramètre dans la société corse. Souvent plus adepte de la religiosité que de la religion proprement dite. On le voit au taux de fréquentation des églises ou à la faiblesse. Je vois des petits signes quand même de réveil, la faiblesse et des vocations sacerdotales. Il a raison de dire que c'est une victoire de la non-violence parce que, en définitive, chacun connaît l'attachement que j'ai dans le sillage des Mouvrines et de François Vaillant, d'Alternative non-violente, à ce combat, parce que la non-violence, pour moi, elle résume véritablement l'essentiel du combat citoyen. C'est-à-dire que la non-violence, c'est à la fois se préoccuper des affaires du monde, être directement impliqué, ne pas s'en laver les mains, mais au contraire, être directement impliqué et chercher les voies et moyens, par la médiation, par le dialogue, par l'élection, par le travail, par l'échange non violent, par le respect, par la tolérance, à avancer vers des solutions d'intérêt commun et aussi par la sanction du suffrage universel, bien entendu. Mais la non-violence, ce n'est pas la passivité. Autrement, je ne m'y serais pas engagé. Et je crois à la force du verbe, je crois à la force des démonstrations, je crois à la force de l'exemple. Et par exemple, quand les Mouvrines, avec toute leur équipe, ont déjà, avec le concours de l'éducation nationale, avec le concours de nombreux gens de la société civile, en 2-3 ans, sont arrivés déjà à initier à peu près 3500 formateurs, on mesure la semence d'espérance que c'est pour la société corse, dans les écoles, avec les enseignants et tout. Je crois profondément à cette démarche, qui est une démarche d'implication civique, d'implication respectueuse, et qui est une démarche importante. Aujourd'hui, elle a trouvé sa concrétisation à l'Assemblée de Corse, et la trêve du FLN y est pour beaucoup, parce que c'était quand même le signe patent de la violence organisée, et d'une violence grave qui a créé des troubles graves à l'ordre public. Je ne parle pas ici de la légitimité ou de l'illégitimité de la lutte violente, c'est un autre chapitre. Mais aujourd'hui, je suis obligé de constater, c'est qu'à l'Assemblée de Corse, il y a des gens qui se respectent, que le climat est bon, que les débats se déroulent sereinement, que les sanctions
que les échanges suivront les règles normales dans les sociétés démocratiques policées, et je crois que c'est une très très bonne chose pour la démocratie. Et pour montrer que la Corse deviendra un pays normal quand elle aura traité ses principaux problèmes fondamentaux, qui ne peuvent pas être éludés, quoi qu'en dise M. Valls. Il y a un peuple que l'on appelle pour certains communauté de destin. C'est la juxtaposition de dizaines de milliers de gens qui se sont retrouvés dans l'histoire, venus de partout, etc. C'est une langue, une culture, un territoire, c'est une volonté de vivre un devenir commun. Ça a des intérêts politiques, sociaux, culturels. Ça a des objectifs, ça doit être discuté. Ça a des exemples dans toute l'Europe, dans laquelle il y a 96 statuts d'autonomie et dans laquelle il y a 300 millions d'Européens qui vivent dans le régionalisme, le fédéralisme politique. On le voit d'ailleurs avec les poussies en Catalogne et au pays de Galles actuellement. Bon, on s'aperçoit quand même que ce sont des idées, de progrès, que ce sont des idées qui avancent. Donc il n'est pas question ni de brûler les étapes ni rien, mais il faut donner à chaque chose, nous-mêmes, en gardant la part de mesure et la part de, je dirais, de maîtrise dans les bons résultats que nous avons obtenus, il faut donner la pleine mesure que des dessins que nous poursuivons, on Mikayat et Zotalaché, il n'y a pas de complot, ni contre la République, ni contre personne, mais il y a la volonté affirmée de voir reconnue l'identité corse dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a de progressiste, dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce qu'elle a d'universel. La Corse n'est pas un ghetto, la Corse est ouverte. La Corse est ouverte à tout le monde, ce n'est pas une auberge espagnole, mais elle est prête à accueillir sans restriction tous ceux qui ont la volonté de s'y fondre, tous ceux qui veulent y travailler, tous ceux qui veulent participer à la tâche commune, et je crois que c'est une des grandes espérances de ce siècle. Plus globalement, sur le rôle de l'Église, on écoutait Monseigneur Olivier de Germay dans les débats sociétaux. Vous pensez qu'elle a sa place ? Alors non seulement je pense que l'Église a sa place, je pense que l'Église devrait prendre encore plus toute sa place. Les gens avaient été choqués parce que Monseigneur de Germay, à un moment donné, avait fait connaître, je crois, son avis sur le mariage homosexuel, etc. Mais comment le pasteur de l'Église catholique en Corse pourrait-il ne pas s'intéresser au premier chef à des questions qui agitent toute la société, et en particulier toute la communauté catholique, mais il me semble qu'il y aurait une démission. Il le fait à sa place, il le fait avec le choix de ses moyens d'expression, il le fait avec ses propos. Mais il faut que sa voix soit entendue, il n'est pas privé de parole. Et je crois que l'Église, elle a beaucoup à apporter, parce que l'Église, comme les autres religions, ne sont pas des écoles de violence. Ce n'est pas vrai. Quand on va au fond, toutes les religions ne sont pas des écoles de violence. L'islam n'est pas une religion violente, ce n'est pas vrai. Après, alors, si on me dit, oui, mais l'islamisme, Daesh, mais ça et la religion, ce sont des choses tout à fait différentes. Donc, si vous voulez, les religions, elles font partie d'un legs d'une société. Moi, je suis un partisan de la laïcité, c'est-à-dire de la séparation de la sphère publique et de la sphère privée, pour qu'il n'y ait pas d'interférences douteuses, mais je ne suis pas partisan d'une laïcité armée, et je ne suis pas partisan d'une contestation religieuse armée. Je suis partisan de la tolérance, les choses doivent être bien séparées, tout le monde doit participer au débat, et je crois que la voix de l'Église, que la voix des autres religions, que la voix des religions même qui sont extérieures à la Corse, que les voix de la médiation, comme Sant'Egidio, comme ça se fait, je dirais, au Pays Basque, comme ça se fait en Irlande, les voix de la médiation s'élèvent de plus en plus nombreuses, parce que quand on voit les résultats qui ont été obtenus dans des pays comme l'Afrique du Sud, après des drames plus importants que ceux que nous avons subis, nous les Corses, il n'y a pas de raison de désespérer. Moi, je crois que la Corse, c'est un pays qui est engagé sur la voie d'une véritable résilience. Ça va être long, ça va être difficile. Nous avons pris de très très mauvaises habitudes collectives. Nous avons un système de clientèle qui a fonctionné sur le mode, je dirais, claniste. Nous avons un État qui est resté distant à condition qu'on ne mette pas en cause ses prérogatives régaliennes. Aujourd'hui, le débat débouche sur la place publique et les gens me disent « Vous n'avez pas peur que dans 2 ans, les Corses vous rejettent ?» Je ne pense absolument pas que les Corses nous rejettent. Je pense qu'en tous les cas, les Corses, même s'ils faisaient d'autres choix que de nous soutenir à nous, en tous les cas, ils ne feraient pas marche arrière sur les choix fondamentaux qui guident, dans le tréfonds du peuple corse, toutes ces pulsions, toutes ces actions. La Corse et les Corses, elle entend le rester.
Alors, doit-elle rester dans le cadre de la France? C'est le débat. Nous faisons partie des gens qui pensent que ça doit se faire comme ça. Il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont partisans de la rupture, mais il n'y a pas de conflit. La Corse doit-elle s'intégrer davantage à l'Europe? Mais ce sont tous des débats qui doivent être abordés sereinement, sans aucune violence ni rien. Et je crois vraiment que la Corse, elle attend des signes d'espoir, ils commencent à être donnés, mais que dès que la société va s'impliquer dans l'innovation et dans l'espérance, on va être surpris de la rapidité des progrès. Merci beaucoup Edmond Simeoni, merci d'avoir pris le temps de passer cette semaine dans notre compagnie. À très bientôt sur nos ondes. À très bientôt, si Dieu veut. Et toujours avec plaisir pour Alta Frequenza. Merci et à bientôt.